François Fillon est notre invité ce matin, bonjour. Bonjour. François Fillon, est-ce que vous vous seriez levé pour applaudir Manuel Valls hier si vous aviez été membre de l'assistance du MEDEF? Sans doute pas. Il y a un petit côté syndrome de Stockholm dans la manifestation d'hier, c'est-à-dire que ceux qui ont été torturés par la gauche pendant des années, tout d'un coup se lèvent pour acclamer le bourreau. Plus sérieusement, les entreprises sont dans une très grande difficulté. Elles ne peuvent pas être sensibles à des calendriers électoraux qui sont des calendriers de long terme. Et donc, quand un ministre et un premier ministre de gauche vient leur annoncer un changement de politique, parce que c'est ce qu'il a annoncé hier, c'est naturel, c'est un changement de politique dans l'annonce, c'est un changement de politique dans le discours. Oui. Et au fond, la question qui est posée maintenant, c'est est-ce qu'on est en présence du virage social-démocrate tellement attendu depuis si longtemps de la gauche française, qui est intervenu dans tous les autres pays il y a 20 ou 25 ou 30 ans, ou est-ce qu'on est dans une phase nouvelle, comment dirais-je, de discours et de promesses sans lendemain? Et c'est la raison pour laquelle nous demandons maintenant que le Premier ministre vienne très vite, dans les prochains jours devant l'Assemblée nationale, sans attendre une rentrée parlementaire qui est en octobre, pour nous présenter donc on accélère le calendrier, qu'il vienne très vite pour présenter son projet, voilà, et qu'on sache, soumettre à un vote. Et qu'on sache s'il y a une majorité pour le défendre, parce que le système médiatique s'emballe toujours, et c'est normal, autour d'un discours, d'une phrase, d'un événement. Mais enfin, en même temps, il y a une démocratie, il y a des rythmes électoraux, donc il y a un président de la République qui a été élu sur un programme plutôt à gauche, auquel d'ailleurs le nouveau ministre de l'économie et des finances, enfin de l'économie avait beaucoup participé. Mon ennemi c'est la finance, la taxe à 75%, l'abrogation. Oui, bien sûr, mais enfin il était dans l'équipe et il était l'inspirateur. Donc il y a un président de la République qui est élu sur ce programme. Il y a une assemblée, un parlement qui depuis 2 ans agit, augmente les impôts, supprime la défiscalisation des heures supplémentaires, supprime la baisse des charges, etc., etc. Bon, il y a un nouveau Premier ministre qui nous dit on va changer complètement et on va mener une politique qui est une politique libérale. Ok, moi je dis est-ce que ce discours va dans le bon sens? Bien sûr qu'il va dans le bon sens. Personne ne peut, qui était aussi au MEDEF. Personne ne peut souhaiter, dans un contexte aussi grave pour l'économie française, que le gouvernement se plante. Personne ne peut le souhaiter, sauf des gens qui n'ont pas véritablement d'amour pour notre pays. Mais en même temps, tant que la majorité n'aura pas approuvé de façon formelle ce discours, ça reste pour l'instant des intentions. Des intentions. Je vais revenir sur le calendrier institutionnel, François Fillon, mais je voudrais revenir aussi sur cette interview d'Emmanuel Macron, nouveau ministre, interview accordée au Point juste avant qu'il ne soit désigné, qu'il ne soit nommé, je le précise. Nous pourrions autoriser les entreprises et les branches dans le cadre d'accords majoritaires à déroger aux règles de temps de travail. Remise en cause des 35 heures. C'est exactement ce que je propose depuis des mois et des mois. Ce serait évidemment une très belle nouvelle. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que la gauche, après avoir commis une des erreurs sans doute les plus lourdes de conséquences sur la compétitivité de l'économie française, l'instauration des 35 heures, revient dessus. Que c'est elle, au fond, qui revient sur cette erreur. Ce serait une nouvelle extraordinaire, formidable. Vous savez que en 2006, j'ai proposé dans un livre qui reste en librairie de soumettre à l'accord majoritaire dans les entreprises le temps de travail. On a eu un débat au moment de l'élection présidentielle avec Nicolas Sarkozy qui était favorable à cette idée de supprimer les 35 heures, mais qui considérait que ça n'était pas socialement acceptable, que ça n'était pas politiquement supportable. C'est donc Nicolas Sarkozy qui a dit non à la remise en cause des 35 heures. Il a proposé une formule qui a d'ailleurs eu un grand succès, qui était la formule de la défiscalisation des heures supplémentaires. C'est-à-dire, au fond, le pari, c'était de dire on incite les gens à travailler plus, et une fois qu'il y aura beaucoup de monde à travailler plus de 35 heures, on pourra supprimer les 35 heures. C'était un pari qui était jouable dans une situation économique, disons, correcte, convenable. C'est un pari qui n'est plus jouable dans une situation économique dégradée aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il faut supprimer les 35 heures. François Fillon, ça a été une erreur ou pas de ne pas... Bien sûr que ça a été une erreur. Bien sûr que ça a été une erreur. Je l'ai d'ailleurs dit encore hier. Nous avons souvent... Pourquoi? C'est un conservatisme qui a fait que de Nicolas Sarkozy qui a fait... Non, c'est pas un conservatisme. Je parle parce que c'était lui le patron. Oui, mais c'est un conservatisme collectif. C'est pas...
s'il n'y avait pas de consensus, en vérité, même chez les patrons d'ailleurs. Même chez les patrons, il n'y avait pas de consensus. Les patrons ne voulaient pas qu'on remette en cause les 35 heures. Ça dépend lesquels. Certaines entreprises, en fait, il y a trois sortes de patrons sur ce sujet. Il y a ceux, souvent dans les très grandes entreprises, qui se sont arrangés avec les 35 heures et qui considèrent que c'est un sujet fondamental, d'autant plus qu'ils ont énormément d'activités à l'étranger, donc ils ne sont pas concernés par le sujet. Il y a ceux qui sont vraiment accros à la disparition des 35 heures parce qu'ils ont des vrais problèmes de compétitivité. Puis il y a ceux qui ne sont pas dans le secteur concurrentiel, qui sont dans des activités qui sont des activités de service, qui ne sont pas, et qui eux considèrent que ça va être difficile d'affronter les organisations syndicales, parce que ce que propose M. Macron dans son interview, ce que je propose d'ailleurs aussi, c'est de renvoyer à la négociation dans l'entreprise la fixation du temps de travail. C'est quelque chose qui est possible parce qu'on a changé, et c'est moi qui l'ai fait, le mode de fonctionnement du dialogue social dans les entreprises. Avant, il n'y avait pas d'accord majoritaire. Avant, les organisations syndicales n'étaient pas représentatives parce qu'il y avait un mode d'élection qui ne l'était pas. Aujourd'hui, c'est possible. Mais encore faut-il que les organisations syndicales soutiennent cette proposition. Apparemment, ce n'est pas le cas pour l'instant, mais François Fillon, vous voteriez un texte allant dans ce sens à l'Assemblée nationale? Sans hésitation. Si vous le voteriez à l'Assemblée nationale? Si vraiment on nous proposait demain un texte qui permette à toutes les entreprises, quelles que soient les conditions, c'est-à-dire parce qu'aujourd'hui c'est déjà possible pour une entreprise qui est en difficulté, dans des conditions qui sont très encadrées. Si on nous proposait sans condition de soumettre au vote des salariés le temps de travail dans l'entreprise, je vote sans hésitation. Bien, vous demandez donc au Premier ministre de présenter ces projets au plus vite devant l'Assemblée nationale. J'ai vu que vous demandiez aussi une dissolution. Non, pas du tout. Alors, expliquez-vous. Je dis simplement qu'on a depuis 2 ans une situation politique que tout le monde connaît, et que vous décrivez en permanence, qui est très difficile, qui est très tendue. Et ce qui vient de se passer avec la crise gouvernementale, quand même, on a un Premier ministre qui a été nommé il y a 3 mois ou 4 mois, qui est obligé de changer de gouvernement au bout de 4 mois. Mais vous applaudissez. J'applaudis qu'il prenne cette décision. Je dis simplement que c'est une nouvelle... Vous applaudissez au départ d'Arnaud Montebourg ou de oui, mais c'est une nouvelle manifestation de la crise politique dans laquelle se trouve le pays. Chacun voit bien qu'on a un président de la République qui est plus faible que jamais. Il n'y a jamais eu un président de la République aussi faible sous la Ve République. On voit que la majorité est terriblement divisée. Le pacte de responsabilité est passé à quelques voix près. Et donc le nouveau gouvernement n'est pas du tout à l'abri d'un accident électoral à l'Assemblée nationale. Donc ce que je dis simplement, c'est que maintenant dans la tête des Français, il suffit de les interroger, vous le faites tous les jours, dans la tête des Français, franchement, l'idée qu'il pourrait y avoir de nouvelles élections est une idée qui devient plausible. C'est ça que j'ai dit hier. Ça devient plausible. Ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques mois. Vous souhaitez qu'il y ait de nouvelles élections ou pas? Sincèrement. Honnêtement, j'ai pas à le souhaiter et j'ai pas à faire de calcul sur ce sujet. Je vois bien que certains disent il faut se débarrasser de cette majorité, il faut changer complètement de politique. Puis d'autres disent mais c'est pas l'intérêt de l'opposition de gouverner dans ces conditions. Moi, je fais pas ces calculs-là. Je dis quand il y a une crise politique, la seule solution, si elle est vraiment grave, c'est le retour devant le peuple, d'une manière ou d'une autre. Donc là, on est en crise politique, donc il faut un retour devant le peuple. Il y a un moment, alors la première étape, c'est de vérifier que la majorité actuelle soutient la politique du Premier ministre, c'est la première étape, et si on se rend compte que ça n'est pas le cas, ou que à ce moment-là, il n'y aura pas d'autre solution que de retourner devant le peuple. C'est pas que je le souhaite, mais simplement, dans une démocratie, et surtout dans l'esprit de la Ve République, c'est le retour au peuple qui est la seule solution à la crise politique. Peuple, imaginons nouvelle majorité de droite, pas de cohabitation, dites-vous? Je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est pas Manuel Valls, c'est pas la nomination de tel ou tel ministre. Le problème, c'est le président de la République. Le problème, c'est Manuel Valls qui gouverne, selon vous? Vous connaissez bien les rapports entre un Premier ministre et un président de la République. Je pense en tout cas que dans cet épisode qui vient de se produire, c'est Manuel Valls qui a imposé au président de la République le changement de gouvernement. C'est une évidence. D'ailleurs, on avait vu le président de la République quelques heures auparavant minimiser les propos d'Arnaud Montebourg. Et depuis 2 ans, qu'est-ce qu'on voit? On voit un président de la République qui est irrésolu. On voit un président de la République qui a une sorte de tentation naturelle à la passivité, qui a un mal fou à prendre des décisions. Il est protégé par les institutions. Bien sûr. Bien sûr, mais simplement, auquel vous êtes très attaché. Oui, simplement ce que je dis, c'est que on ne peut pas gouverner, et surtout à un moment où il faut changer assez
profondément le pays, c'est-à-dire supprimer les 35 heures, baisser les charges sociales, baisser la dépense publique, pour baisser les impôts et les charges sur les entreprises, réformer de façon profonde le système éducatif. Vous ne pouvez pas faire ça avec un président de la République aussi faible et aussi irrésolu. Donc je pense que le vrai sujet aujourd'hui, c'est la crédibilité du président de la République. Mais c'est quoi alors la crédibilité? Démission? C'est pas à moi de demander la démission du président de la République, c'est à lui d'être devant ses... Vous savez, en juillet 2012... Vous respectez les institutions, je respecte les institutions, mais quand je constate, M. Bourdin, que mon pays est en train de s'effondrer, que la situation économique est dramatique, que la voix de la France en Europe, désormais, pèse moins que jamais, je peux pas ne pas attendre qu'il y ait des décisions puissantes qui soient prises pour changer cette situation. Est-ce que François Hollande est capable d'inverser le cours des choses? Est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il a la volonté de changer suffisamment radicalement de politique jusqu'à affronter sa majorité? On va le voir dans les prochains jours. Honnêtement, j'en suis pas convaincu. Bien, vous êtes candidat déclaré, vous l'avez dit plusieurs fois, à la primaire de 2016 à droite pour la présidentielle. Alain Juppé a aussi déclaré sa candidature. Est-ce qu'il vous avait averti? On a parlé déjà plusieurs fois de sa candidature au téléphone. Vous saviez qu'il allait le faire? Non, je ne savais pas qu'il allait le faire. Et il y avait vous avez été surpris? Non, pas du tout. Pas du tout. Et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi? C'est une bonne nouvelle parce que tout le monde dit que c'est pas une bonne nouvelle pour François Fillon. C'est une erreur. C'est une erreur. Mais tout le monde se trompe souvent. Ah bon? C'est une erreur. Et pourquoi? C'est une erreur. Une bonne nouvelle. Pourquoi? C'est une bonne nouvelle. Pourquoi? D'abord parce que ça crédibilise les primaires. Vous y tenez, absolument. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy devra s'y soumettre. Évidemment, si n'y a pas de primaire, ça veut dire que on revient au vieux système où c'est le mode de désignation du président du parti qui tient lieu de primaire. Je pense que aujourd'hui, c'est un système qui est trop étroit, trop étriqué et qui ne permettrait pas de dégager des candidatures de rassemblement et d'union. Donc il faut des primaires. La candidature d'Alain Juppé rend incontournable les primaires. La deuxième chose, c'est qu'Alain Juppé est un homme, comment dirais-je, non seulement raisonnable, de qualité, mais qui incarne une ligne politique, qui n'est pas exactement la même que la mienne. On a des divergences, notamment sur la radicalité des réformes qui doivent être mises en place. Donc ça veut dire qu'on va avoir un vrai débat, et le seul débat qui vaille. Est-ce qu'il faut adapter la société française comme on l'a fait dans le passé, peut-être un peu plus vigoureusement, ou est-ce qu'il faut une rupture profonde, c'est-à-dire un choc qui soit de nature à donner le sentiment et aux Français et aux pays étrangers qu'il y a un changement profond qui s'est produit. Et ce débat-là, on va pouvoir l'avoir avec Alain Juppé. Enfin, c'est quelqu'un de droit. C'est quelqu'un qui a une éthique personnelle. Ça change? Ça veut dire qu'on va avoir un débat qui va être un débat intellectuel. Vous avez compris, ça change? En tout cas, ça change de certaines pratiques que j'ai connues notamment récemment, où, avec Jean-François Copé, où on n'est pas dans le débat d'idées, on n'est pas dans le débat intellectuel, on est dans les coups bas. On est dans les coups bas et on est parfois même, on l'a vu avec ce fiasco démocratique qui a été l'élection de 2012, dans des méthodes qui sont des méthodes contraires à l'éthique. Donc moi je me réjouis que la primaire puisse être l'occasion du débat dont la droite a besoin, parce que la gauche a ses transformations à faire, mais la droite aussi. Vous aussi. Mais Nicolas Sarkozy va arriver dans le jeu, puisqu'il va probablement déclarer sa candidature à la présidence de l'UMP. Qui allez-vous soutenir? D'abord ça c'est vous qui le dites, moi j'en sais rien, j'attends de savoir. Vous n'avez pas eu, non, vous ne parlez plus d'ailleurs. Non, on a quelques désaccords assez profonds. D'ailleurs, quels sont ces désaccords? Franchement, François. Disons que je n'ai d'abord, j'ai pas de raison de les mettre sur la place publique, mais simplement au moment de, je sais pas si vous vous souvenez, il y a un an, il y a eu un bureau politique où Nicolas Sarkozy a été invité au moment de la décision du Conseil constitutionnel d'annuler les comptes de campagne. Je pense qu'on aurait dû avoir à ce moment-là une discussion à huis clos, franche entre nous. On a eu à la place une sorte de meeting où chacun d'entre nous a pris une leçon. Je pense que c'est pas comme ça que peut fonctionner
une relation entre nous, et donc j'en ai tiré les conséquences. Mais qui soutiendrez-vous? La question, j'attends d'abord de savoir s'il revient. J'attends de savoir quels seront les candidats. Hier, j'ai rassemblé mes amis dans la Sarthe, et les deux candidats déclarés, qui sont M. Mariton et M. Le Maire, sont venus et ont exprimé leurs idées. Pour l'instant, j'ai pas fait mon choix, et j'attends de savoir qui sera candidat. Tout le monde dit que vous allez soutenir Bruno Le Maire, c'est vrai? Non, je n'ai pas pris cette décision. Non. Je laisse mes amis libres du choix qui est le leur. Pourquoi? Parce que je pense que l'élection à la présidence de l'UMP n'a plus du tout la signification qu'elle avait dans le passé. Aujourd'hui, quel va être le rôle du président de l'UMP demain? 1, c'est de redresser les comptes du parti. 2, c'est de faire face aux procédures judiciaires. 3, c'est d'essayer de remettre un peu d'ordre dans une organisation militante. Autrement dit, c'est un travail de secrétaire général. C'est pas le travail d'un homme qui construit un projet pour la France. C'est pas le travail d'un ancien président de la République. C'est pas le travail d'un homme qui va aller à la rencontre des Français pour bâtir un projet. Donc moi, je considère que c'est pas je ne suis pas candidat à cette fonction. J'ai vu qu'Alain Juppé ne l'était pas non plus, pour la même raison. Parce qu'au fond, désormais, le rendez-vous politique majeur pour la droite, c'est les primaires de 2016. Les primaires de 2016, auxquelles vous participerez. Vous dites, nous ne gagnerons pas sur de la tactique, sur de l'image et sur l'idée de revanche. Oui, il faut tenir. J'ai lu votre discours. Il faut tenir. Oui. Il faut tirer les enseignements de l'échec de Hollande. Pourquoi Hollande est sorti de cette situation? C'est un homme intelligent. Oui. Il a autour de lui des gens qui sont capables de gouverner pour certains d'entre eux. Pourquoi est-ce qu'ils se sont plantés à ce point? Ils se sont plantés à ce point parce que il a fait campagne sur le rejet de Nicolas Sarkozy. C'était le moteur principal de sa campagne. Il l'a même avoué ici, même à votre place. Ça lui a permis de gagner, il faut le reconnaître, oui, mais ça lui a pas permis de gouverner. Ensuite, il a fait campagne sur un projet qui était un projet démagogique, auquel sans doute lui-même ne croyait pas. Il a fait campagne pour séduire l'aile gauche et rassembler la gauche française autour de vieilles idées qui sont des idées qui ne correspondent en rien à la réalité. Le résultat, c'est que, à peine installé au pouvoir, il s'est trouvé dans une situation de blocage. Si nous on fait la même chose, on va être dans la même situation. Pourquoi avec Nicolas Sarkozy on ferait la même chose? Vous pensez que c'est l'esprit de revanche qui l'anime? Non, mais ce que j'appelle faire la même chose, c'est se faire élire sur l'anti-hollandisme. C'est-à-dire qu'on considère que Hollande est dans une situation d'échec, donc nous allons gagner les élections. On ne se préoccupe pas d'avoir un projet politique qui soit un projet politique sérieux, et surtout on ne dit pas la vérité aux Français. Et c'est ça le débat principal. Par exemple, je dis il faut abroger les 35 heures. Je dis pas il faut aménager, il faut abroger les 35 heures. Je dis il faut porter l'âge de la retraite à 65 ans. Je dis qu'il faut faire 100 milliards d'économies sur 5 ans, et je vais dire dans quelques jours, je vais présenter dans quelques jours la manière de le faire. Le retour aux 39 heures pour les fonctionnaires, la fin des statuts de la fonction publique, sauf lorsqu'ils sont absolument nécessaires pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions, la police, la gendarmerie, les militaires, etc. Voilà, ça sont des mesures radicales. Est-ce que qui n'ont pas été prises depuis de très nombreuses années, et sur lesquelles j'entends souvent dire que les autres candidats à la primaire, à l'élection ou à l'élection présidentielle 2017 ne sont pas favorables. Donc on va avoir ce débat. Est-ce que vous pensez que Nicolas Sarkozy ne veut revenir que par orgueil, non, pour prendre sa revanche? Non, mais moi je suis pas là pour commenter les états d'âme de Nicolas Sarkozy. Mais j'ai quand même une question qui me trotte dans l'esprit depuis longtemps. Franchement, pendant 5 ans, vous avez souffert avec Nicolas Sarkozy, François Fillon. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Oui, mais j'ai l'impression de vous entendre depuis quelques mois. On a travaillé ensemble dans un contexte économique, international très difficile. On a eu à affronter la crise de 2008 qui a été extrêmement violente, et je dois dire que j'ai plutôt été impressionné par les capacités, par le sang-froid, par les qualités de Nicolas Sarkozy à gérer cette crise. Et puis ensuite, on a eu à gérer une deuxième crise avec la crise de l'euro et les crises européennes. Quand vous êtes dans cette situation, c'est-à-dire quand vous êtes attaqué, toujours en crise, quand vous êtes attaqué, quand vous sentez que l'économie de votre pays est menacée, on a tendance à se serrer les coudes, à faire une équipe, à travailler. Il y a des désaccords, naturellement qu'il y a des désaccords, il y en a tous les jours. Mais enfin, on passe dessus et
on essaye d'aller à l'essentiel. Voilà. Et donc je peux pas dire qu'on ait souffert. D'ailleurs, tous les gens qui disent qu'ils ont souffert dans l'exercice d'une fonction politique, j'ai toujours envie de leur dire, si vous avez souffert, fallait pas y aller ou fallait pas rester. Oui, il fallait partir. Donc c'est pas une question de souffrance, mais simplement vous avez pensé à partir? Franchement, il y a toujours des moments où on pense à partir. Un moment où vous vous êtes dit, je vais donner ma démission. Est-ce que vous avez présenté votre démission à Nicolas Sarkozy? Non, mais il y a eu des moments de tension, mais non, mais est-ce qu'une fois vous avez pensé? Non, mais comme ça, je vous pose la question. Oui, mais je comprends que vous me posez la question. Mais un jour, j'écrirai là-dessus. Une fois, vous avez présenté, vous avez eu l'idée de présenter votre démission. Bien sûr, mais sans doute que aussi le président de la République, plusieurs fois, avait envie de changer de Premier ministre. C'est normal, il y a des moments de tension, ça c'est naturel. Mais aujourd'hui, pour moi, la conclusion de cette expérience, qui a été une expérience très riche, puisqu'au fond, ça a duré 5 ans et c'est un record sous la Ve République, ce que je tire de cette expérience, c'est que il faut maintenant des réformes radicales. Au fond, moi, j'essaye de tirer les enseignements de nos échecs pour proposer une politique nouvelle. Merci François Fillon, 8h57.